Alors bienvenue pour notre rendez-vous Parlons Impulsion. Donc nous sommes sur le 7e numéro de Parlons Impulsion. Donc je me présente à nouveau, Cindy Pagès, je suis directrice adjointe en charge de la stratégie médicale, de l'offre de soins et de la recherche. Et effectivement, en parlant de recherche, ce numéro 7 est consacré à la recherche et plus particulièrement à la recherche en addictologie. C'est également la première fois que nous allons parler véritablement d'addictologie. Donc nous recevons aujourd'hui le professeur Benjamin Rolland, qui va se présenter dans un instant. Je vous rappelle brièvement les quelques règles de cette émission. Donc c'est un format de 30 minutes. Nous allons avoir un premier échange de 15 minutes, un échange libre entre nous. Et puis nous vous donnerons la possibilité de poser vos questions. Donc nous vous invitons pour cela à utiliser le mode chat. Et pour la première fois, nous allons expérimenter la prise de parole en direct. Une grosse prise de risque pour nous. Voilà. Donc, dans un quart d'heure, on répondra à vos questions, mais vous pouvez d'ores et déjà les poser sur le chat. Alors, bonjour professeur. Donc, merci de nous avoir rejoints pour cette émission Parlons Impulsion. Est-ce que vous pourriez nous parler en préambule de votre parcours universitaire, mais également hospitalier? Bien sûr. Bonjour à tous déjà, je suis ravi d'être ici. Merci de l'invitation et de l'organisation. Donc moi je suis marseillais d'origine, ça ne s'entend pas, hein, c'est caché. Et en 2003, après mes études, je suis monté à Lille pour faire mon internat de psychiatrie. Et je suis resté 14 ans à Lille où j'ai fait un parcours au CHU. Après l'internat de psychiatrie, tout de suite en addictologie. Donc j'ai fait un clinica en addictologie. Puis j'ai été praticien hospitalier, puis maître de conférence en 2014. Et en 2017, j'ai muté, comme on dit, au sens institutionnel évidemment. Et j'ai déménagé pour arriver à Lyon, donc d'abord sur le Vinatier, où j'ai été maître de conf pendant 3 ans. Et depuis 2020, là, je suis donc professeur à cheval sur le Vinatier et les hospices civils de Lyon. Bi-appartenant au niveau hospitalier, évidemment appartenant aussi à l'université et à la faculté de médecine de Lyon-Sud. Merci pour ces éléments. Alors, quels sont pour vous vos thèmes de recherche de prédilection? Alors, beaucoup. Je pense que ça correspond un peu à ma façon de fonctionner naturellement. Voilà, j'aime bien diversifier les questions parce que je suis quelqu'un d'assez curieux en fait. Et puis, je pense qu'on a la chance en psychiatrie et en addictologie d'être dans des disciplines qui sont à cheval sur plein de champs, à la fois des champs très biologiques avec les neurosciences, avec la pharmacologie, et puis des champs beaucoup plus sociétaux, politiques, avec voilà, la place des malades mentaux dans la société, les représentations autour des problématiques d'addiction, les parcours de soins, l'intrication entre les politiques de prévention et les politiques de soins. Donc tout ça, ça m'intéresse. Voilà, j'ai pas trop envie de me brider. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de recherches sont centrées sur les neurosciences, parce que c'est mon laboratoire de rattachement. Mais je fais aussi beaucoup de recherches où je suis impliqué dans des recherches plus épidémiologiques, plus sciences humaines et sociales, et sur l'organisation des soins aussi. Voilà, on a beaucoup d'intérêt en addictologie à Lyon sur les nouveaux métiers, hein, donc ce que nous on appelle les patients experts, les pères aidants, je crois que c'est la prochaine émission. En addictologie, on appelle ça les patients experts, c'est quand même une petite particularité. Et évidemment, les infirmiers de pratique avancée, puisque là, enfin, après un lobbying acharné de 2 ans, on va avoir une extension des formations de santé mentale des IPA pour permettre, voilà, pas une surspécialisation, mais en tout cas d'octroyer une valence supplémentaire en addictologie pour les IPA. Donc voilà, c'est très large, mais ça permet de nourrir une richesse intellectuelle et de faire aussi bouger les pratiques, parce que on y reviendra sûrement, mais je pense que c'est ça le cœur de la recherche. C'est pas la recherche pour la recherche, mais c'est pour nous questionner sur nos pratiques et voilà, en permanence se rendre des comptes à soi-même et aux patients et à leur famille. Mmh.
Alors, si on va être un petit peu plus concret, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur des études en cours? C'est vrai qu'on voit souvent dans les articles écrits par notre cellule communication des acronymes, les caramel, liver spin, triade. Qu'est-ce qui se cache derrière Voilà. ces acronymes? Donc on fait des concours pour trouver les acronymes les plus rigolos, hein, ou les plus accrocheurs. Il y a des lots à gagner d'ailleurs. Donc ce sont des recherches diverses. Je pourrais pas tout résumer et puis certainement je vais en oublier. Mais ça va d'essais cliniques. Donc Caramel, c'est un essai clinique qui porte sur les sujets avec troubles d'usage d'alcool. Donc c'est le nom officiel d'addiction à l'alcool et qui vise à étudier l'impact positif éventuel du cannabidiol. Alors, ce serait long d'expliquer le cannabidiol, qu'est-ce que c'est le cannabidiol par rapport au cannabis, hein, mais très rapidement, le cannabidiol, c'est une substance qui est présente dans le cannabis, mais qui ne va pas jouer directement sur les récepteurs au cannabis, et qui a plutôt des effets immunomodulateurs, légèrement anxiolytiques, et qui pourrait réduire la consommation d'alcool chez les patients par tout un tas de mécanismes, et qui pourrait aussi avoir des vertus hépatoprotectrice et neuroprotectrice. Donc on veut aller explorer toutes ces dimensions avec une seule étude qui est ce qu'on appelle une étude de phase 2B, c'est-à-dire un test un petit peu élargi. Voilà. Donc c'est une étude très ambitieuse, longue, lourde à mener parce que le statut légal du cannabidiol a beaucoup évolué ces dernières années et que la France était très en retard, donc a longtemps considéré que c'était un stupéfiant, ce qui pharmacologiquement n'a aucun sens. Voilà, donc ça c'est un premier type d'étude, c'est une étude pharmacologique. Après, on a des études très centrées sur les neurosciences et actuellement, les études en cours sont des études qui portent sur l'impact qu'a le cannabis, hein, on reste sur le cannabis, sur les symptômes de schizophrénie. Voilà, donc on a une étude en cours au Vinati notamment qui s'appelle Candy. Certains qui nous écoutent ont peut-être vu passer l'équipe de Candy qui vient rechercher des patients avec schizophrénie plus ou moins fumeurs de cannabis et on va regarder en quoi le cannabis et la composition du cannabis va jouer sur les symptômes de schizophrénie et quels sont les corrélats de cet impact sur des marqueurs d'IRM fonctionnels. Donc c'est assez complexe, ça associe de la pharmacologie, de la clinique et de l'IRM. Voilà. Et puis on a énormément d'études cliniques. Hein. La principale qui va commencer est une étude qui s'appelle Triade, qui est une étude d'évaluation d'un dispositif national qui s'appelle les CJC, ce sont les consultations jeunes consommateurs. Donc, ce sont des dispositifs mis en place depuis le début des années 2000 par l'État et notamment le ministère de la Santé pour permettre un sas d'accueil, d'évaluation et d'orientation pour les jeunes publics, donc moins de 25 ans, autour des problématiques addictives. Et comme souvent en France, on met en place des dispositifs puis on ne les évalue pas. Donc nous, on a proposé cette évaluation à un appel d'offres de l'IRES et donc via le Vinatier promoteur. Hein, c'est une très grosse étude, une triade de 500 000 euros, voilà, qui va viser à évaluer la trajectoire des patients pris en charge dans les CJC au sein de 50 CJC nationales. Voilà. C'est un partenariat avec de très nombreux acteurs de la dictologie nationale, avec les HCL évidemment, puisqu'on travaille avec le pôle de santé publique qui est spécialisé dans l'évaluation des systèmes de santé. Voilà. Et donc on a Louis Lépine, que je vois là, que je salue, qui est le chef de projet de Triade notamment, et qui fait un super travail de coordination, parce que c'est très lourd, hein, gérer 50 centres comme ça, plein d'acteurs scientifiques, politiques, etc. Mais c'est, à mon avis, une étude dont les résultats vont avoir un impact direct sur l'organisation des soins à terme, je pense, puisqu'il va montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les CJC. Voilà. Je pourrais citer beaucoup d'autres études parce qu'il y en a pas mal en cours. Peut-être deux très rapidement si on a le temps, je ne sais pas. On va travailler donc avec un partenariat étroit avec le CHU de Strasbourg et l'INSERM à Paris sur une étude qui s'appelle BIBOP. Donc BIBOP, c'est une étude qui va aller questionner donc c'est une étude très théorique, très intéressante. En psychiatrie et en addictologie, il y a une approche des troubles qu'on appelle biopsychosociales. C'est-à-dire que l'expression, le déclenchement des pathologies et la sévérité des symptômes est expliquée à la fois par des critères individuels, donc biologiques, génétiques, de la trajectoire de vie de l'individu, et aussi par des
des influences psychosociales, l'environnement, la pauvreté, le niveau socio-éducatif, etc. Et tout ça interagit et crée une espèce d'alchimie permanente qui évidemment peut évoluer, et tant mieux pour les individus, évaluer favorablement ou défavorablement. Et donc les symptômes sont un peu la résultante de cette équation assez complexe. Donc ça fait à peu près consensus parce qu'il y a eu des approches divergentes avec des approches très sociologiques en disant la maladie mentale, ça n'existe pas, c'est la société qui crée la maladie mentale, c'est la société qui crée les addictions, et au contraire des approches très biologiques qui disent voilà, il y a des gènes, et donc si on a des addictions, c'est parce qu'on a des gènes. Bon. Donc toutes ces approches, ces deux approches un peu radicales sont simplistes, et on est probablement dans l'interaction très fine, très complexe, ce qui est logique, et ce qui explique aussi la diversité des situations cliniques et des trajectoires. Par contre, il n'y a jamais aucune étude en addictologie qui allait regarder si les marqueurs de sévérité biologique évoluaient de la même façon que les marqueurs de sévérité psychosociaux. Et donc, c'est le principe de l'étude BIBOP qui va aller mesurer tous ces marqueurs et voir dans quelle mesure ils évoluent dans le même sens que la sévérité des troubles. Bon, je pourrais donner d'autres exemples, mais peut-être qu'on n'a pas le temps. Peut-être vous pourriez nous parler de l'étude Liverspin, C'est qui est une grosse étude qui peut avoir un impact majeur sur certaines recommandations nationales. Merci, et j'avais oublié l'étude Liverspin. Donc l'étude Liverspin, elle est d'autant plus importante qu'elle a commencé, et je remercie s'il y a des personnels là, qui ont déjà vu passer l'équipe, je les remercie de leur accueil, et, parce que ça se passe très bien là, le début de l'étude. C'est une étude qui a démarré depuis mars. L'étude Liverspin, c'est un acronyme qui veut dire statut psychiatrique des patients hospitalisés en psychiatrie. Hein. Je ne le dirai pas en anglais. Statut hépatique peut-être? Hépatique, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, en psychiatrie. Oui, en psychiatrie. Tout part de l'hépatite C à la base, parce qu'il y a des données internationales qui suggèrent que les patients hospitalisés en psychiatrie, ils ont une surprévalence de l'hépatite C d'au moins 10 fois celle en population générale. Donc on est plutôt à 0,5% en population générale, et on serait autour de 5% en population hospitalisée en psychiatrie. En France, zéro étude là-dessus, on ne sait pas. Donc probablement que c'est la même chose, mais il faut aller regarder. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est quels sont ces patients porteurs de l'hépatite C en psychiatrie. Probablement que la plupart d'entre eux sont d'anciens ou d'actuels usagers de drogues injectables. Voilà. Très souvent, ceux qui restent positifs, c'est ceux qui ont eu des conduites d'injection il y a 20 ans et puis ils n'en parlent plus, et donc personne pense à leur faire de manière systématique une sérologie. Mais il y a aussi des théories comme quoi il pourrait y avoir des contaminations atypiques en psychiatrie, parce que ça a déjà été montré dans des structures avec beaucoup de promiscuité, hein, en prison ou dans des foyers, avec des partages de rasoirs, de pinces à ongles. Donc là, il peut y avoir des traces de sang, et le virus de l'hépatite C, contrairement au virus du VIH, résiste à l'air, et donc ce type de matériel souillé peut être, dans certains cas, vecteur de contamination. Donc l'étude Liverspin va permettre de répondre à toutes ces questions. Elle va permettre aussi de donner un aperçu sur d'autres pathologies hépatiques. On a la chance, et je remercie le Vinatier d'avoir fait le choix d'acheter un fibroscan. Donc un fibroscan, c'est un genre d'échographe, mais qui ne fait pas d'image, qui renvoie en fait des mesures d'élasticité du foie. Et en fonction de ces mesures d'élasticité, on est capable de dire s'il y a une cirrhose, s'il y a une stéatose. Et donc ça permet d'aller voir à la fois l'impact par exemple, d'une hépatite C sur le foie, ou de l'alcool sur le foie, mais ça permet aussi de mesurer la stéatose non alcoolique, hein, et qui est liée à la mauvaise nutrition, et notamment à une nutrition trop riche en gras, trop riche en sucre. Et on sait que nos patients en psychiatrie, ils ont une alimentation déséquilibrée, ils ont des traitements qui peuvent aussi déséquilibrer ça. Et donc ça va être très intéressant, au-delà de la question addicto, d'aller regarder chez les patients hospitalisés en psychiatrie quel est l'état de leur foie au regard des traitements qu'ils ont, des pathologies qu'ils ont, des habitudes alimentaires qu'ils ont, de leur sexe, de leur âge, etc. Donc Liverspin, ça va vraiment être une mine d'informations sur l'état hépatique qui, j'espère, fera aussi évoluer certaines pratiques. Hein. Et je veux remercier d'abord Vinatier d'avoir permis cette collaboration étroite avec le CRC de la Croix-Rousse, hein, donc le Centre de recherche clinique des pathologies et d'infectiologie de la Croix-Rousse, et puis aussi tout le groupe de médecins généralistes de l'hôpital, parce qu'ils ont très bien accueilli cette étude, et ils sont des soutiens très importants pour la mise en place, puisque ce sont les investigateurs locaux
dans les services. Voilà. Donc la première médecin qui a été tirée au sort pour commencer, c'est Coralie Torres, voilà, qui est en vacances, je crois, cette semaine, ou qui est revenue, donc on était en vacances ensemble. Et donc voilà, elle a beaucoup aidé là-dessus, et je pense que ce sera le cas aussi des autres médecins généralistes. Donc on est très enthousiaste sur cette étude qui commence. Concrètement, ça veut dire que tous les patients hospitalisés dans notre établissement feront l'objet, on proposera ce protocole en fait à ces patients. C'est ça. Donc Liverspin, c'est une étude de prévalence avant tout. Donc une étude de prévalence, ça veut dire soit avoir un échantillon représentatif, soit faire tout l'échantillon. Donc là, on va faire tout l'échantillon, c'est-à-dire qu'on va faire tout le vinatier. Hein, donc ça fait un peu moins de 700 lits, parce qu'on ne va pas tout faire non plus. On ne va pas faire la pédopsychiatrie ou d'autres services voilà, qui ne sont pas des services de psychiatrie stricto sensu. Mais on est un peu moins de 700 lits, et donc on va faire tous les patients qui l'acceptent, évidemment. On ne va pas forcer les patients à participer à l'étude. Et à la fin, on aura une estimation de taux de prévalence de l'hépatite C, de l'hépatite B, du VIH, de la stéatose hépatique, de la cirrhose alcoolique du foie, etc. Et surtout, après, on pourra modéliser quels sont les patients qui sont séropositifs à l'hépatite C, quelles sont leurs pathologies psychiatriques, quels sont leurs parcours, est-ce qu'ils ont déjà eu des antécédents de drogue, d'usage de drogue par injection, ou au contraire non, est-ce que d'autres, c'est plutôt des patients très chroniques qui sont là depuis très longtemps, et donc ça suggérerait une contamination atypique. Voilà. Full de réponses potentielles à nos questions. Très bien, et merci professeur pour le temps que vous nous avez consacré.